Merci d'être branché devant Canal Congo Télévision pour vous informer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi 27 juillet 2021 à la pose de la première pierre de construction du poste 220 kVA de Kinshasa et réseau de distribution associé de Kinshasa. Autre précision avec Gisèle Etoko dans ce reportage. C'est un projet qui permettra à 2 millions de Kinois de bénéficier de l'électricité. La construction du poste 220 kV et réseau de distribution associé de l'électricité de Kinshasa. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a procédé à la pose de la première pierre de la construction de ce projet d'infrastructure qui est un support de la centrale hydroélectrique de Zongo 2. La durée de travaux est de 24 mois et seront financés par la Société nationale d'électricité et Exim Bank of China sous la supervision du gouvernement congolais qui est notamment le maître d'œuvre. C'est le plus grand poste moderne dans la capitale. Il disposera d'un système de contrôle et de commandes du réseau MT, 68 cahiers de distribution, 2 postes de réflexion, 100 km de canalisation MT, 1600 km de canalisation BT, 42 000 compteurs intelligents avec système de gestion. Un poste stratégique du fait de l'interconnexion régionale de villes de Kinshasa et de Brazzaville. Et puis c'est insolite, la population présente à la cérémonie de lancement des travaux de la centrale hydroélectrique de Kinshasa a scandé des chants hostiles à l'endroit du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, Jean Bosco Kayombo, exprimant ainsi leur ras-le-bol à la mauvaise qualité des services rendus par la SNEL. Suivez l'extrait de cet incident avec Nadine Tchochi Gombo. Lors de cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du poste 220 kV de Kinshasa par le chef de l'État ce mardi, la population présente a chanté contre le DG de la SNEL tout au long de son discours appelant l'IGF à se saisir de sa gestion. IGF Kangaye scande la population. Excellence, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en vous remerciant encore pour votre disponibilité et sacrifice au bénéfice du peuple congolais, ainsi que cette marque de confiance que vous placez en notre modèle personne, car nous disons que l'électricité est plus qu'une nécessité et moteur du développement. SNEL SA y travaille et vous promet de réaliser le programme que vous mettez en place. Et comme la famille SNEL SA aime dire, que dorme le soleil. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée à l'écosystème des mangroves, la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a dans une déclaration rendue publique plaidé pour la protection des mangroves, écosystèmes qui se développent le long des côtes protégées des zones tropicales. Suivez plutôt l'extrait de sa déclaration choisi pour vous par Maxime Macab. Les mangroves fournissent des avantages et les services essentiels à la vie. Elles assurent la sécurité alimentaire des communautés locales. Elles fournissent de la biomasse et des produits forestiers. Elles favorisent aussi le maintien des ressources halieutiques et participent à la protection des zones côtières, sans parler de leur capacité à atténuer les effets du changement climatique et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Leurs ressources exceptionnelles offrent des cadres pour des recherches scientifiques et activités touristiques de grande valeur. La liste des bienfaits des mangroves est longue, elle est donc non exhaustive à ce stade. C'est pourquoi la préservation des écosystèmes des mangroves revêt une importance très particulière vu qu'il y fait face à des graves défis allant de l'élévation alarmante du niveau des mers à la biodiversité de plus en plus menacée. Ces zones humides exceptionnelles qui existent dans de nombreux endroits sont des espaces naturels précieux versés volontairement à la République démocratique du Congo comme patrimoine de l'humanité tout entière. Protéger ces biotopes permettra donc d'assurer le bien-être des générations présentes et futures. Mesdames et messieurs les experts,
Les deux piliers de la conservation sont la sensibilisation des communautés pour la sauvegarde de ces patrimoines naturels et la lutte anti-braconnage, qui est avant tout un processus proactif qui se doit d'empêcher la mise à mort de tout produit de la faune ainsi que la coupe de la flore. Je ne saurais terminer sans insister sur le fait que le système de protection actuel du parc marin des mangroves ne permet pas un contrôle efficace de l'accès et de l'utilisation de la réserve, car les communautés locales ne participent pas activement, tel qu'on le souhaiterait, à la prise de décision de gestion de l'aire protégée. Levé de la grève à Transco, c'est là après l'échange qui est intervenu entre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement avec les agents de cette société de transport en commun. Chérubin Okende promet de répondre favorablement à leurs revendications d'ici peu. Reportage. Les agents de la Société de transport du Congo Transco ont décidé de reprendre le travail dès ce mardi 27 juillet 2021 après l'intervention du ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende. Après une journée tendue à Transco, Chérubin Okende a reçu les revendications d'une délégation d'agents de cette entreprise et a promis des décisions qui s'imposent dans les 48 heures. Nous nous sommes révoltés et le ministre étant sensible de nos plaies et de nos cris, il a été d'une oreille attentive. Il nous a reçus dans son cabinet de travail. En tout cas, l'échange avec les ministres était vraiment fructueux, un échange enrichissant. Et au final, le ministre nous a donné toutes ses garanties en tant que le patron du transport au Congo. Et nous étant ces soldats au niveau du transport routier interurbain que nous représentons Transco, nous l'avons écouté et il nous a promis que dans les 48 heures, nous aurons de ses échos. Car il a une hiérarchie qu'il doit respecter et faire rapport. Bien avant, le ministre de terrain, Chérubin Okende, était descendu au siège de cette entreprise de transport à Limete et Massina pour s'imprégner de la situation. Sur place, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement s'est adressé aux agents surchauffés. Nayoki sango ya kolela na bino ya mwana esengelaki natikala na bureau te na yeti epa na bino leki na Limete bapesi ngai memo na bino na ye awa bapesi pe memo mosusu bosengi na bino nyonso eyali na kati ya bamemo kasi problème ango toko résoudre na loyenge boye te nasengi bino moko po bolobi boali na délégation syndicale ya malonga te bokonela ngai délégation, il y a 10 personnes. La carte, il y a délégation, il y a maman bazangate. Notez que quelques agents qui ont été interpellés par la police lors de ces manifestations ont tous été libérés grâce à l'intervention du ministre dans le but de préserver la paix sociale. Et ce plaidoyer des députés et sénateurs de Haut-Ouélé auprès du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, par rapport à la flambée des cas de Covid-19 dans leur province. Suivez ces propos recueillis par Maxime Macabou. Une délégation constituée du caucus de la province du Haut-Ouélé, essentiellement constituée des sénateurs et des députés. Nous sommes venus pour alerter son Excellence, Monsieur le ministre, et également faire un plaidoyer de haut niveau pour la situation épidémiologique qui se passe dans notre province, en ce qui concerne le Covid dans la province du Haut-Ouélé. Nous avons présenté tous les défis qui se présentent dans notre province en rapport avec l'épidémie de Covid. De son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous avons reçu une réponse positive. Il a axé son intervention essentiellement sur 3 points. Il nous a dit qu'il va se déployer, le ministère va se déployer pour renforcer la communication, pour que la sensibilisation soit étendue sur l'ensemble de la province. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a dit qu'il va également faire tout pour qu'une unité de production d'oxygène soit mise en place au niveau de la province, particulièrement au niveau de Isiro, qui est le chef-lieu de la province. Et également, doter les hôpitaux généraux de référence en médicaments essentiels comme l'azithromycine, le chloroquine, le zinc, ainsi de suite. Je sais que l'ensemble de la population de la province du Haut-Ouélé peuvent compter sur leurs élus, les députés et les sénateurs sont là. Nous sommes venus
Parce que ce sont eux qui nous ont délégués, qui nous ont envoyés ici. C'est comme ça que nous continuons à faire le plaidoyer pour la province, au nom de cette population qui nous a mandatés. C'est pour ça que nous sommes là. Ouverture ce mardi 27 juillet 2021 des travaux de la revue Intra-Action de la vaccination COVID-19 organisée par le programme élargi de vaccination avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Cette activité vise à améliorer la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19. Le processus et les résultats de la réponse vaccinale en cours seront analysés et présentés et les leçons tirées de cette réponse seront identifiées et documentées afin de permettre le renforcement de la qualité de la mise en œuvre. Reportage. La revue Intra-Action de la vaccination contre la COVID-19, initiée par le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de l'UNICEF, a ouvert ses portes ce mardi 27 juillet 2021 pour se clôturer le 1er août 2021. Pendant 6 jours, les participants à ces travaux vont réfléchir pour contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19, d'autant plus que l'opération de vaccination contre cette pandémie au Congo a connu une lenteur et une faible adhésion de la population. La revue Intra-Action COVID-19 prévoit 2 méthodologies, à savoir la phase préparatoire, au cours de laquelle les différents groupes techniques vont collecter les données à travers une revue documentaire, ajouter à cela la phase 2, qui consiste à présenter les données documentées à la première phase en vue d'approfondir les analyses des travaux de groupe pour enfin proposer des solutions pertinentes. Dr Elisabeth Mukamba, directrice de PEV, explique le sens de cette activité. Déjà par rapport à la revue Intra-Action, il faut savoir que le groupe de travail de la vaccination qui est intégré aux organes qui sont aux organes de riposte contre la Covid. Donc ce groupe travaille avec des domaines. Donc à l'issue de cette revue Intra-Action, il y a 6 domaines qui sont en cours d'évaluation. Le domaine de la coordination et du financement. On va ressortir ce qui a marché dans ce domaine. Donc, vous avez la coordination et le financement, la prestation de services et la mise en œuvre des activités pour atteindre toutes les cibles. Il y a la logistique, il y a la communication, il y a la gestion des données et les aspects de surveillance. Il est de noter que les participants à ces assises contribuent à la révision de leurs piliers pour identifier avec des opportunités de partager et d'entreprendre un apprentissage croisé avec d'autres piliers tout au long du processus. État d'avancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités lancé depuis le 16 octobre 2019 par le chef de l'État. Le député Claudel Loubaya veut voir clair, d'où le dépôt par lui ce mardi d'une question écrite adressée au ministre de l'Agriculture. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et puis la jeunesse de la plateforme politique, la Mouka, a remis ce mardi à l'abbé Donatien Cholet, rapporteur des confessions religieuses, leur mémorandum dans lequel elle dénonce la nouvelle loi sur la CENI qui, selon elle, souffre notamment d'une absence de consensus entre parties prenantes. Témoin de l'événement, Maxime Macab. Ils ont pris d'assaut ce mardi 27 juillet 2021 le siège de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko où sont réunis les membres des confessions religieuses pour examiner chacun des dossiers des candidatures pour la présidence et une place à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les jeunes de la Mouka ont remis à l'abbé Donatien Cholet, rapporteur de confessions religieuses, leur mémorandum dans lequel ils dénoncent la nouvelle loi sur la CENI qui, selon eux, souffre notamment d'une absence de consensus entre parties prenantes. Ces derniers appellent les chefs de confession religieuse à ne pas envoyer leurs délégués à la CENI qu'ils qualifient de politisés à outrance. Ma confession religieuse va désigner délégué le bureau à CENI. On a vu son peuple, nous sommes contre cette loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Si on dépolitise, on sera en retard. Il n'y aura pas de retard. Ça fait 2 ans, 2 longues années.
depuis qu'on exige la dépolitisation. Il ne voulait pas. Et maintenant, c'est lui qui nous dit que si on dépolitise, on sera en retard. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous connaissons toutes les stratégies. Il n'échappera pas. 2 semaines, nos pères spirituels qui nous réunissent, 2 semaines, on dépolitise et chaque camp politique va se préparer. Les confessions religieuses sont appelées par ailleurs à soutenir la recherche d'un consensus entre parties prenantes autour des réformes constitutionnelles impératives en vue de la tenue des élections impartiales, crédibles et apaisées. État de siège dans le Nord Kivu. 2 autres seigneurs de guerre se sont rendus avec 90 combattants dans le territoire de Massissi. Il s'agit des colonels autoproclamés connus sous le pseudo Padire et Ngoumé. Autre détail dans cet élément que vous propose Gisèle Etoko. Retombée de l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai, plusieurs vagues de reddition observées ces derniers jours au Nord Kivu, principalement dans les territoires de Rutshuru, Walikale et Massissi. Massissi, où 2 autres seigneurs de guerre, longtemps actifs dans ce coin, viennent de se rendre aux autorités militaires du Nord Kivu ce lundi 26 juin 2021. Le colonel autoproclamé, connu sous le pseudo de Padir et Ngoumé, accompagné de 90 combattants, ont accepté de cesser les hostilités. Accusés de plusieurs exactions dont pillage, viol, vol et meurtre par la population locale, ces 2 seigneurs de guerre étaient tous commandants secteur du groupe armé Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Ils ont déposé 35 armes tous calibres confondus qui ont été remises entre les mains du colonel Chinabu Kenge, administrateur militaire du territoire de Massissi en cette période d'état de siège. Rappelons que le 22 juillet, 101 autres rebelles s'étaient rendus aux autorités avec 40 armes toujours à Massissi. Ils devaient tous intégrer le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur en charge des relations avec les partis politiques a parlé truchement d'une correspondance adressée au secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, validé le mandat spécial donnant le pouvoir à Jean-Marc Kabound d'engager cette formation politique telle que décidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, décision saluée par Amissi Makutano Adolphe, vice-président de la jeunesse de l'UDPS, qui vient couper court à tout malentendu. Il a été joint au téléphone, une fois de plus, par Maxime Makabou. Je tiens à vous rappeler que ce n'est que les esprits non avisés qui peuvent ou qui pouvaient accorder le crédit à tous ceux qui voulaient amener les désordres au sein du parti. Nous sommes dans une organisation, dans un parti politique, et comme vous le savez, un parti politique vit avec des décisions politiques. Et étant donné que nous ne sommes pas des cultivateurs, on n'est pas des commerçants, et toutes les décisions prises au sein d'une organisation politique ne peuvent que refléter la politique. Le président de la République avait laissé un mandat spécial à celui qui préside aujourd'hui au destiné de ce parti, qui est Jean-Marc Kabound, à Kabound. Mais certains d'entre nous, au lieu de se focaliser pour que nous puissions nous mettre autour du chef de l'État et travailler pour le compte de la population, ils se sont mis dans la distraction de contester l'article 26. Je crois que c'est à eux de demander ou de poser cette question, mais pour nous, nous sommes très rassurés pour voir que nous avons suivi, n'est-ce pas, la loi de la sagesse, et voilà, aujourd'hui, nous avons raison. Membres, en tant qu'enfants de la maison, je dis à nos amis de quitter cette distraction et de se mettre derrière le chef de l'État pour qu'on travaille pour le compte de la population, au lieu de se focaliser sur l'article 26 et concerne. Voilà, aujourd'hui, ils ont tiré toutes les conséquences possibles. Parce que dans des débats, même pour parler de la République, nulle part on évoque les textes réglementaires de l'UDPS. On parle de la Constitution. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Nous devons rassurer les uns et les autres en s'appuyant sur les textes légaux, bien sûr, et tout en respectant aussi la réalité politique qui veut que les décisions politiques soient appliquées dans une organisation politique. La LISADEL a procédé ce jeudi en collaboration avec l'UNESCO à la projection du film MT Kassalou, Femme d'honneur, en prélude de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet de chaque année.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de sensibiliser d'autres femmes qui se sont distinguées dans différents domaines, de continuer dans cet élan pour servir de repère aux générations futures. Pierre Modeste Chichi Chileo signe ce reportage. C'est en prévision de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine prévue le 31 juillet 2021 que l'UNESCO, en collaboration avec la Lisadel, a procédé d'une part au lancement de la projection du film sous le trophée MT Kassalou, femme d'honneur, et de l'autre, sensibiliser d'autres jeunes femmes à intérioriser et pérenniser la lutte de ces grandes dames qui se sont distinguées dans les différents domaines afin d'élargir la liste des femmes d'honneur en RDC, comme l'indique Constantin Kalala. Ce trophée a été imaginé pour reconnaître les mérites des grandes dames qui ont accompagné leurs époux comme épouses, femmes et compagnes dans le combat que les hommes ont mené pour la réhabilitation de la dignité de la personne humaine dans notre pays. Je crois que c'est la raison d'être de ce trophée qui, à la longue, dans sa vocation internationale, primera d'autres grandes dames, d'autres pays, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, dans la seconde édition, la troisième et la suite. Et dans la suite, des femmes d'autres pays, de l'Afrique, de l'Europe, de tous les continents pratiquement, qui auront marqué par leur présence aux côtés des hommes qui auront fait ou accompli de grandes œuvres pour l'élévation de l'être humain et du monde. Jeux olympiques Tokyo 2021, le boxeur David Chama a honoré son pays, la RDC, en gagnant son premier combat de 16e de finale. Marie Broncer jouera ce jeudi 29 juillet 2021 en judo. Le bilan de toute la délégation, suivez-le dans ce commentaire signé John Mukadi. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques Tokyo 2021. Après la disqualification de la taekwondoïne Naomi Katoka et les éliminations de Marcela Sakobi dans la catégorie d'Amplim 57 kg et des fistons Mbaya Mulumba dans la catégorie super léger 63 kg, c'est David Chama Mwene Kabwe qui vient d'honorer la RDC avec une victoire en 16e de finale. Les natifs de Mbujimai, classés dans la catégorie moyenne, a battu les Camerounais Seyi Ntiengwe par 3-2 sur décision de juge dans l'aréna de Kokojikan. Déjà, les Congolais se préparent pour son combat de 8e de finale jeudi 29 juillet prochain contre les Haïtiens Valsin Junior d'Arel dans les mêmes enclos de l'aréna Kokojikan. Dans la même discipline, Fiston Baya a été écarté au point par les Japonais Narimatsu Daisuke, alors que Marcela Sakobi n'a pas résisté à la performance de Nesty Pepetio des Philippines, 0-5. Naomi Katoka, elle, est disqualifiée à cause de 300 grammes de trop sur son poids. En judo, la judokate Marie Broncer sera opposée à la Russe Alexandra Babinteva, médaille de bronze au championnat du monde en 2018. Ce combat de 16e de finale va se dérouler sur tatami de Nippon Budokan, jeudi 29 juillet. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.